Bienvenue à tous. Félix Tshisekedi, seul à la barre après la recomposition de la majorité parlementaire en République démocratique du Congo. Après 2 ans de coalition avec le Front commun pour le changement de l'ex-président Joseph Kabila, le chef de l'État a réussi à renverser le rapport de force à l'Assemblée nationale pour disposer désormais d'une majorité confortable lui permettant de nommer un nouveau Premier ministre et de dérouler son programme de gouvernance avec l'Union sacrée qu'il a mise en place. Ses partisans applaudissent et estiment que le président Tshisekedi a maintenant les coups de franche pour exécuter sa vision et sa politique. Le FCC, pour sa part, crie à l'illégalité. Quelles sont les implications de ce nouveau rapport de force dans le champ politique congolais avant la présidentielle de 2023? Réponse avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. L'année politique en République démocratique du Congo démarre par un grand chamboulement du paysage politique initié par le président Félix Tshisekedi depuis qu'il a nommé un informateur en début d'année pour identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Un pari réussi puisqu'il dispose désormais d'une forte majorité parlementaire. Faisons le point à Kinshasa avec notre correspondant sur place, Patrick Abega. Le palais du peuple, siège du Parlement congolais, rebat les cartes du pouvoir depuis quelques semaines. Après avoir renversé la majorité parlementaire issue du dernier scrutin, les députés nationaux ont fait tomber le gouvernement. Au sein même de la Chambre, un nouveau bureau est mis en place pour tourner la page du régime Kabila. Après avoir fini le stade de déboulonnement du système avec les animateurs, nous sommes en train de mettre en place les nouveaux animateurs pour nous permettre de mettre en place la nouvelle politique qui est une politique de reconstruction de notre pays. Mais ces processus de renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale inquiètent. Les fidèles de Kabila y voient un virage dictatorial. Même avant, à l'époque de Mobutu, où on pouvait faire un semblant d'élection, mais ici c'est à chaque poste un candidat unique. C'est dit jamais vu au Congo. Donc on est dans l'anarchie, on subit, mais on est appelé à résister. Depuis décembre 2020 et la suspension du Conseil des ministres sur fond de tensions entre pro-Kabila et pro-Tshisekedi, le pays est plongé dans une crise qui pourrait appeler à une table ronde. La solution, nous l'avons toujours dit, il n'y en a pas deux. Il y a un plan de sortie de crise du président Martin Fayoulou. Il appelle les autres de la Mouka. Il parle avec le président et le président dit non. Nous avons trouvé les gens qui géraient ici. Et ce groupe s'appelait FCC. Comme ça, les 3 groupes se retrouvent. En s'entourant de Bemba et Katumbi, 2 leaders charismatiques en RDC, Tshisekedi peut exercer son pouvoir dans la sérénité. Mais cette alliance n'est pas un chèque à blanc. Avec notre famille politique, nous avons adhéré à une vision et ensemble, nous allons faire un programme commun. Mais c'est une majorité qui ne va pas travailler dans le système dictatorial d'où on vient. 2 ans après la première alternance politique à la tête du pays, la RDC vit un épisode particulièrement tendu de ce quinquennat, où le gouvernement sera désormais au service du peuple, où il servira à renforcer le pouvoir des normes. Patrick Abega pour VOA Afrique, Kinshasa. Voilà, merci beaucoup Patrick pour ces explications. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Nancy, en France, Trésor Kibongola, vous êtes analyste politique au groupe de recherche sur le Congo. À Paris, Jean-Jacques Lumumba, banquier de profession, activiste anticorruption. Et à Bruxelles, Jean-Jacques Wondo, analyste sur le Congo et l'Afrique médiane. Vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Merci à tous d'être avec nous. Et je démarre avec vous, Trésor. Alors, qu'est-ce qui a été déterminant dans ce renversement des rapports de force en faveur du président Tshisekedi? À mon sens, je pense qu'il y a 3 éléments. Le premier, c'est le grand désamour des Congolais à l'égard de Joseph Kabila et de tout son système. C'est un système qui est resté en place pendant 18 ans. 18 ans sans que le bien-être des Congolais soit au rendez-vous. 18 ans sans que la paix revienne dans la partie Est. Le deuxième élément, je pense que c'est le fait de n'avoir pas tiré pour le Front commun pour le Congo, donc la plateforme de Joseph Kabila, n'avoir pas tiré les leçons de l'échec de leur candidat aux dernières élections, donc la présidentielle de 2018. Et en troisième lieu, c'est la cause un peu immédiate, c'est les difficultés
des cohabitations, des coalitions un peu contre nature qui a été mise en place entre le Front commun pour le Congo donc et les CACH, la plateforme du président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'avait pas suffisamment de marge de manœuvre. À un moment donné, il commençait à chercher à avoir plein pouvoir et tout ça a profité à Félix Tshisekedi pour ce qu'on appelle aujourd'hui déstabiliser les institutions politiques congolaises. Alors, Jean-Jacques Lumumba, il a quand même fallu 2 ans de gouvernance laborieuse FCC-CACH avant d'en arriver à cette recomposition au Parlement. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vous savez, ce qui a changé en entre-temps, c'est ce que beaucoup d'analystes et les observateurs de la vie politique congolaise appellent la transhumance politique en RDC. C'est qu'aujourd'hui, avec le rejet total, comme l'a dit M. Kimbangula, du système Kabila, ceux qui étaient hier favorables au Front commun pour le Congo, donc au FCC, sont aujourd'hui intéressés par celui qui détient le pouvoir ou celui qui est président de la République, qui est M. Tshisekedi, et ils se voient plus favorables à lui. C'est juste un jeu de tablier qui a changé parce qu'on est en train de voir le renversement des commandes du pays entre le FCC et l'actuel président, M. Félix Tshisekedi. Et c'est ce changement que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, vous savez, les politiques congolais sont beaucoup plus intéressés par qui peut nommer ou qui peut donner des postes politiques. Et donc, compte tenu du fait que c'est M. Tshisekedi qui a la signature, le changement et l'allégeance se fait beaucoup plus tout autour de sa personne. Et vous, Jean-Jacques Wondo, on voit que le camp du FCC crie à l'injustice et même à la corruption. Quelles sont les options qui s'offrent au camp pro-Kabila? D'abord, crier à l'injustice ou à la corruption, alors que pendant 18 ans, Kabila a instauré un système de prédation, un système de corruption, un système d'injustice qui s'est manifesté d'ailleurs par les résultats des élections à tous les niveaux. Aujourd'hui, la situation que nous vivons, c'est un corollaire des injustices et de la corruption électorale. Et du coup, il ne peut pas se faire prévaloir des turpitudes dans lesquelles le système a baigné pendant 18 ans. Aujourd'hui, je pense que Kabila avait atteint ses limites, et ses limites, les limites de son action politique, particulièrement lorsqu'il a décidé de se retirer de la course au pouvoir, c'est-à-dire lorsqu'il a choisi un dauphin. Et je pense que le système Kabila aussi s'est soufflé en même temps par les résultats des élections qui ont sanctionné plutôt tous les systèmes Kabila. Quand vous faites les agrégats des votes, que ce soit ceux publiés par la CENI ou ceux publiés par d'autres sources indépendantes, on voit qu'il y a eu un rejet total. Et les options, je pense que Kabila ne dispose plus suffisamment d'options. Sur le plan politique, on assiste à une sorte de transhumance de son camp qui va chercher pour des besoins opportunistes une alliance ailleurs, en ordre dispersé. Sur le plan diplomatique, on a vu qu'au début de cette crise, Kabila a tenté de mener une action diplomatique, mais dont les résultats semblent ne pas porter du fruit. Il lui reste peut-être une option militaire, mais qui sera aussi difficile à activer, d'autant plus que Kabila est sous la coupe de la communauté internationale qui l'attend au tournant, notamment dans le domaine des violations des droits de l'homme. Même si... Mais est-ce qu'il ne pourrait pas aussi, on ne pourrait pas interpréter ça, on voit par exemple que maintenant c'est le président du Sénat qui est aussi un pro-Kabila qui est dans le viseur. Est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter ça comme une chasse à l'homme de tout ce qui était lié à Kabila? Une chasse à l'homme, tout dépend de l'angle à partir duquel on analyse la situation. C'est vrai que l'amour dès le départ entre le camp Kabila et le camp Tshisekedi n'a jamais été un amour franc. Donc ils sont allés dans une coalition d'intérêts, d'opportunités. Et ce fait qu'il y a eu, durant des années passées, des situations qui ont vexé et on essaye un peu peut-être de régler les comptes. Justement, je voulais demander à Trésor, pour beaucoup en tout cas parmi ceux qui observent la scène politique congolaise de loin, le FCC semblait indéboulonnable.
Est-ce qu'on assiste à un affaiblissement du FCC ou c'est plutôt Tshisekedi qui révèle ses qualités de politicien rusé? En tout cas, Tshisekedi semble avoir pris beaucoup de temps à mettre en place cette stratégie qui fonctionne. Parce que, comme les autres invités ont dit, on assiste à cette transhumance politique. Beaucoup de lieutenants de Kabila sont entrés dépasser. Mais c'est une stratégie finement menée, hein, parce qu'on a assisté avant la chute du bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, on a assisté à plusieurs autres petites victoires du camp Tshisekedi. Il y a eu l'épisode de juges constitutionnels qui ont été nommés sans l'accord de Joseph Kabila. Il y a eu le ministre de la Justice qui, à un moment donné, a été poussé à la démission, alors que c'était quand même un grand lieutenant qui occupait un poste important, un lieutenant donc politique de Joseph Kabila. Donc, il y a eu plusieurs défaites comme ça accumulées du côté du camp Kabila, et les autres ont été aussi pris de panique. Hein. Il y a ces syndromes un peu ces désarrois, on va dire. Est-ce qu'on est encore protégé? Est-ce qu'on a encore une autorité morale, comme on dit au Congo, qui a de l'influence? Parce qu'on a constaté que Kabila a commencé à perdre de l'influence à la fois dans l'appareil sécuritaire. Félix Tshisekedi a pu mettre en place des nouveaux officiers ou permettez les uns les autres à la police ou à l'armée. Donc, il y a eu cette perte d'influence et ces sentiments d'insécurité. L'armée était la grande équation dans tout cela. On ne savait pas si elle allait rester fidèle à l'ancien président ou pas. Finalement, on a vu que Tshisekedi a réussi à prendre la situation sous contrôle. Je pense que c'est très tôt de dire qui a le contrôle de l'armée. Je pense que ce qui est sûr, c'est que Joseph Kabila conserve encore, je parle sous le contrôle peut-être de Jean-Jacques Wondo qui se connaît mieux dans des questions sécuritaires. Je pense que Joseph Kabila conserve encore quelques relais au niveau de l'armée, mais il n'a plus l'influence comme il pouvait en avoir il y a quelques temps. Donc, toutes ces petites défaites accumulées par les camps Kabila, et surtout, il y avait pour les députés nationaux, il y avait cette menace de dissolution, et comme on sait comment beaucoup d'entre eux sont arrivés à être aux affaires ou à être proclamés élus. Donc, il y a eu tout ça qui a participé à l'affaiblissement de Joseph Kabila aujourd'hui. D'accord. Alors, mon collègue Eddie Sango du service VOA Lingala nous a rejoint. Eddie, justement, je vous pose un peu la même question sur, disons, ce qui a contribué à ce changement au sein de l'Assemblée. Mais comment est-ce que la presse congolaise interprète tout cela? Bon, la presse congolaise, il va dans divers côtés, mais la plupart constatent aussi, comme le disait tout à l'heure Trésor, l'affaiblissement ou l'échec stratégique de FCC ou du camp kabiliste. En fait, ils ont un peu sous-estimé Félix Tshisekedi, parce que pour la plupart, c'était un apprenti dans la politique. Mais je crois que c'était vraiment les sous-estimer, parce qu'il avait déjà annoncé les couleurs. Il vous souviendra, en mai 2019, il était venu ici à Washington et il avait déclaré au forum ici de Foreign Affairs, il avait dit qu'il était en train de faire tout pour déboulonner, justement, c'est les mots qu'il avait utilisés, le système kabiliste. Et d'aucuns se souviendra que je lui avais posé une question à comment il allait s'y prendre, et aujourd'hui on a la réponse. Donc même nous les journalistes, on s'est demandé, au regard de la coalition ou de tout ce qu'on disait là, il y avait un deal, il y avait des deals avec Kabila, comment il allait se dégager de cela. Bon, il l'a fait subtilement et il a réussi. Aujourd'hui, il se révèle comme un fin stratège quand même. D'accord. Alors, Jean-Jacques Wondo, quand on a quand même des ténors de la politique comme Katumbi et Jean-Pierre Bemba dans une même union sacrée, est-ce que cela ne complique pas les nominations à venir dans les différentes institutions et même dans la formation d'un gouvernement? Il faut
dire que la future coalition qui est en train de se mettre en place est une coalition d'intérêts que je dirais politiques divergents. Vous avez Bemba, Katumbi et Tshisekedi, ils sont là parce qu'il y a un dénominateur commun qui les pousse par la réelle politique, comme l'a dit Jean-Jacques Lumumba, de se retrouver ensemble par leur aversion au système Kabila. C'est ça qui les réunit parce que Katumbi a été exclu des élections en 2018, tout comme Bemba a été aussi anéanti, neutralisé par une décision de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ils ont l'opportunité de pouvoir aller dans une coalition, pas dans le but d'accompagner le président, mais aussi dans le but de se positionner individuellement par rapport aux échéances à venir. D'accord. Et de ce fait, D'accord. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, on est obligé d'aller un peu plus vite. J'ai quand même quelques commentaires de téléspectateurs qui ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. En fait, beaucoup de commentaires, je vous en lis juste quelques-uns. On a Ernest Médard Kachala à Tchikapa, dans le Kasaï. Il écrit: en tout cas, c'est un pari gagné pour la suite de son quinquennat, car il n'y a pas eu effusion de sang. C'est encourageant du fait que le président Tshisekedi a matérialisé sa vision d'une union sacrée de la nation. Simplice Allegrand Benza, lui, il est toujours en RDC. Il écrit: et maintenant qu'il a une majorité fabriquée par l'Union sacrée, les excluses n'auront plus leur place. Kira Kondolo à Kinshasa nous dit s'il faut faire avec les caciques de la classe politique qui ont démontré leurs limites, là je dis non. Je conseille au président Tshisekedi de constituer son gouvernement avec de nouvelles personnes qui ont le même souci que lui de faire de ce pays un paradis où les fils et les filles du Congo se sentiront en paix. Et puis Las Gasek à Dakar au Sénégal nous dit: le Congo est une terre bénie qui a simplement besoin d'un sursaut de patriotisme pour prendre son envol. Le président Tshisekedi dispose désormais de tous les atouts pour réaliser le changement tant attendu par le peuple congolais. Voilà donc quelques-unes des très nombreuses réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Avant d'aller rapidement en pause, une petite réaction, 30 secondes chacun. Je démarre avec vous, Trésor, sur ces commentaires Facebook. C'est super intéressant, mais je pense que c'est encore très tôt de parler. Il faut rester prudent lorsqu'on évoque l'union sacrée, parce qu'il faudrait qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi le contenu de cette union sacrée. Pour l'instant, on a vu des profils très hétéroclites rejoindre ces bateaux. Maintenant, attendons voir c'est quoi le contenu, comment est-ce que le président va réussir ou pas à imposer une ligne dans cette union sacrée. D'accord. Jean-Jacques Lumumba, qu'est-ce que vous retenez de cet échantillon de réaction? À lire ces commentaires, on comprend bien que même les Congolais eux-mêmes restent encore sceptiques de ce qui va arriver. Comme a dit Trésor Kimbangula, donc ça reste le leadership du président Tshisekedi et la gestion des ambitions qui va déterminer la suite et qui va déterminer si oui ou non en 2023 nous irons aux élections ou pas. D'accord. Jean-Jacques Wando? Commentaire envoie plutôt à une sorte d'espoir, mais sur un fond de scepticisme, parce que les gens savent que c'est une alliance des titans et que ça sera difficile pour le président Tshisekedi de pouvoir manœuvrer toutes ces grandes personnalités politiques, d'où l'avenir du pays reste quand même suspendu par la manière dont tout cela va se mettre en musique. Eddie, rapidement. C'est un peu comme la presse qui a réagi de la même manière, un peu de scepticisme. N'oublions pas, certains voient comme un peu Martin Fayulu que cette union sacrée est comme un prolongement ou une seconde grossesse de l'union sacrée. Mais certains pensent que c'est peut-être le début du renouvellement, mais chacun y va avec des intérêts, avec en perspective les élections de 2023 et chacun comme quelqu'un, en fait, Jean-Jacques Bondo, Lumumba et les autres l'ont dit, Jean-Pierre Bemba et
Katumbi sont là peut-être pour se faire une place et se faire accepter aux élections de 2023. Mais on ne sait pas comment peut-être ça va finir parce que chacun voudra peut-être remporter les élections en 2023. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Le gouvernement qui sera issu de la nouvelle majorité parlementaire devra s'attaquer à beaucoup de défis, des infrastructures à la corruption, à l'insécurité dans certaines parties du pays. Je vous propose des réactions de Congolais à Lubumbashi, des propos recueillis par notre correspondant sur place, Narval Mabila. Un changement n'est pas mauvais. Quand il y a une mauvaise situation et qu'on change dans le bon sens, c'est une bonne chose. On ne refuse pas le changement. Mais quel est le changement que nous vivons? Je crois qu'il y a des calculs d'intérêt dans tout ce qui est en train de se passer. Chaque groupement fait des calculs pour se maintenir au pouvoir. Alors là, il n'y a pas l'intérêt du peuple congolais là-dedans. Il y a l'intérêt de certains individus. Il y a quelques années, lorsqu'il y avait des changements, cela s'accompagnait des violences. Il y avait des marches, il y avait des soulèvements à gauche et à droite, il y avait des journées mortes. Mais nous constatons ici que le président a l'aval de toute la population. Alors, par rapport au changement, pour moi, j'estime qu'il serait mieux de ne pas viser les personnes, il serait mieux de viser le système. Si ce changement peut aboutir à nous apporter un autre système, lequel système va permettre au président actuel de pouvoir atteindre ses objectifs escomptés, ça serait mieux. Nous voyons qu'il n'y a pas respect des lois, c'est-à-dire de la Constitution. C'est comme s'il y a vengeance, bien sûr, quels que soient les motifs ou autres, on doit respecter les lois et les procédures de la République. Ce n'est pas un simple tremblement de terre, mais un véritable tsunami politique. Personne ne s'y attendait. Une majorité solidement constituée au début de la législature qui s'effrite comme ça, comme la neige au soleil, c'est du jamais vu. Malheureusement ou heureusement, c'est arrivé. Mais maintenant, nous attendons voir la suite parce que nous sommes conscients et convaincus qu'on ne peut pas réussir à faire du neuf avec du vieux. La nouvelle majorité devrait être une majorité pure, mais pas un ensemble de mélanges, de fusion et de confusion, des bons et des mauvais, des diablotins et des anges tels que nous le vivons maintenant. C'est un cocktail qui ne nous inspire pas confiance. Voilà, merci beaucoup. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Nancy en France, Trésor Kibangula, analyste politique au groupe de recherche sur le Congo. À Paris, Jean-Jacques Lumumba, banquier de profession et activiste anticorruption. À Bruxelles, Jean-Jacques Wondo, analyste sur le Congo et l'Afrique médiane, spécialiste des questions de sécurité. Et ici à Washington, mon collègue Eddie Isongo de VOA en Lingala. Jean-Jacques Wondo, vous travaillez sur les questions sécuritaires. Un des défis du président et de son gouvernement reste l'insécurité dans l'est du pays, et peut-être ailleurs, mais surtout l'est du pays. Comment peut-il tacler la question avec son prochain gouvernement? Je pense que la première priorité ou la préoccupation du futur gouvernement, c'est vraiment essayer d'amorcer un début de solution dans la crise sécuritaire que vit le Congo depuis bientôt 2 ans. Les derniers rapports, que ce soit ceux du Bureau conjoint des Nations Unies ou du groupe d'études du Congo où Trésor Kibangula évolue, montrent que l'insécurité a pris de l'ampleur comparativement aux 2 dernières années de la gouvernance de Kabila. Et je pense que le président Félix Tshisekedi devrait plutôt, dès l'entrée des jeux, choisir des animateurs qui soient des techniciens
pour pouvoir gérer les domaines de sécurité, que ce soit le domaine de la défense et le domaine de l'intérieur, pour vraiment commencer à aborder les questions sécuritaires de manière concrète et pragmatique avec des personnes qui maîtrisent la situation, notamment en initiant ou en réactivant la réforme de l'armée qui est bloquée, qui est suspendue depuis 2013, mais aussi en amorçant aussi d'autres actions dans le cadre de désarmement, de mobilisation et réinsertion de groupes armés au lieu plutôt de les réintégrer dans l'armée. Je pense que c'est la qualité des animateurs qui vont gérer ces domaines qui va plutôt montrer la capacité du président Tshisekedi à pouvoir gérer cette situation de la sécurité et de la défense. D'accord. Jean-Jacques Lumumba, un autre grand chantier, hein, c'est la lutte contre la corruption. Vous êtes lanceur d'alerte et activiste anticorruption. On a vu, peut-être dans l'actualité même, la Banque mondiale qui a suspendu un financement de 100 millions de dollars en faveur de la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce qui doit changer pour vous? Vous savez, l'un des plus grands chantiers du président Tshisekedi reste la réforme de la justice et évidemment la réforme au niveau de plusieurs services judiciaires et peut-être même la création du parquet financier, la réhabilitation surtout de la Cour des comptes, parce que vous savez, la Cour des comptes reste l'un des organes les mieux habilités pour pouvoir mener cette lutte contre la corruption. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ceux qui ont été nommés et tout ce qui doit être fait avec la Cour des comptes n'est pas fait. Et ça a été mis aux arrêts il y a de cela plusieurs années. Et même aussi au sein de sa propre agence anticorruption, essayer d'avoir des gens beaucoup plus crédibles, parce que vous savez, cette agence, il y a quelques mois, a même souffert elle-même d'un scandale qui jusqu'aujourd'hui remet en cause la crédibilité de certains animateurs dans l'agence, et surtout une bonne restructuration au sein même de l'entourage du président, parce que vous savez, comme on le dit bien, l'exemple vient d'en haut, et l'exemple même au niveau de l'entourage du président, ce qui se passe aujourd'hui au Parlement, vous savez, beaucoup des faits de corruption et d'achat de conscience ont été cités, et cela doit faire en sorte que les réformes essentielles doivent être mises en place pour pouvoir éviter à ce que ce pays qui a une année était classé 168e sur 180, mais aujourd'hui nous nous retrouvons avec le classement de Transparency International 170e, ce qui montre que la situation de la corruption ne s'améliore pas en RDC, donc ça reste parmi les plus grands chantiers du président Tshisekedi. D'accord. Alors, Eddy, je voulais qu'on touche un peu à la posture de l'Église hein, dans tout cela. On sait que la Senko s'était beaucoup investie en tout cas pour tenter de débloquer la crise FCC-Cash, la crise de gouvernance, sans oublier aussi son rôle avant les élections de 2018. Aujourd'hui, quelle est sa posture? Oui, il n'y a pas que la Senko, hein, il y a aussi l'Église. Oui, absolument. Il y a aussi les églises évangéliques et indépendantes. Mais tout à fait. Tous, on s'en souviendra, ils ont rencontré le président Tshisekedi lors des consultations et lui ont dit qu'il y avait nécessité de réévaluer à cette époque-là la coalition FCC-Cash. Bon, il a réévalué et il a trouvé que ça ne marchait pas, il a mis fin au mariage. Mais parmi les évêques, par exemple, ou les leaders religieux, il y en a qui ont carrément demandé, à l'instar de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, qui lui avait demandé carrément de mettre à l'écart les FCC qui constituaient un contrepoids à l'avancement du pays. Donc, c'est un peu cela. Et la plupart des gens, même des religieux, des chefs religieux, lui ont demandé cela parce que on a constaté, comme lui-même en a fait le constat à la fin aussi, que le pays ne marchait pas. Le développement a été plombé par toutes ces batailles internes dans la coalition, les mésententes et les humiliations des uns et des autres et autres. D'accord. Voilà, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie mes invités, je remercie également tous les téléspectateurs qui nous suivent sur voaafrique.com et à travers nos télépartenaires que je remercie également. On se retrouve très bientôt. Je n'oublie pas également l'équipe technique. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.